Depuis le 19e, Rio est une terre d'immigration où se multiplient les cortiços, c'est-à-dire des habitations informelles surpeuplées. Au début du XXe siècle, officiellement pour des raisons d'hygiène, les habitants des bidonvilles sont expulsés du centre-ville et s'installent progressivement sur des collines plus éloignées. Paradoxalement, ces nouveaux habitats présentent des conditions d'insalubrité plus désastreuses encore. Cependant, dans les années 1920, l'idée selon laquelle une politique de logement populaire doit être menée en parallèle de toute intervention d'éradication émerge. Mais, en raison de la croissance urbaine exponentielle, une telle politique ne peut être mise en place. Dans les années 1940, le nombre de favelados continue de croître. En conséquence, le Parti communiste brésilien obtient des scores élevés lors des élections présidentielles de 1945. En 1950, face à la montée du communisme, la municipalité prend conscience de la nécessité de mener une politique à destination des favelados. Les politiques menées diffèrent selon la situation géographique des favelas. Celles situées à proximité des quartiers aisés sont largement soumises à des politiques de relogement, n'incitant pas les favelados à investir dans la construction de leurs habitats. Par conséquent, n'étant pas certains de pouvoir rester dans leur logement, ni de disposer à terme d'un logement social légal, la précarité des favelados est renforcée. Cette incohérence des politiques publiques en matière d'aménagement persiste dans les années 1960 et sera notamment intensifiée entre 1964 et 1985 avec l'établissement d'un gouvernement militaire. Le gouvernement militaire du maréchal Castelo Branco est partisan d'une politique de répression vis-à-vis des favelas. Les conditions de vie des favelados ne sont donc pas améliorées jusqu'en 1985. Avec le retour de la démocratie en 1985, une politique d'urbanisme incluant les favelas est menée par le gouvernement. La population de ces quartiers ne cesse de croître en raison de la paupérisation des travailleurs urbains. À la fin des années 1980, de nouvelles favelas apparaissent dans des zones de plus en plus éloignées du centre-ville, soumises au risque de glissement de terrain. En 1994, le programme Favelas Bairro est lancé. C'est le premier programme proposant des mesures concrètes d'urbanisation des favelas. Néanmoins, la population des favelas grandit encore et encore. En 2000, on l'estime à 1 million, soit 20% de la population de Rio de Janeiro. Notons que la relégation spatiale dont peut souffrir la population favelera ne va pas nécessairement de pair avec une ségrégation sociale absolue. En effet, l'accès aux biens publics de première nécessité s'est largement démocratisé. De plus, les habitants des favelas ne sont pas totalement exclus de la ville. Bien que la plupart des activités de consommation et de loisirs s'effectuent au sein de la favela, les emplois occupés par les favelados sont généralement situés dans des espaces extérieurs à leur quartier. Les favelados fréquentent le centre-ville quotidiennement. À l'inverse, les favelas sont quasiment exclusivement fréquentées par leurs propres habitants, et ce, en raison de l'importante insécurité régnant dans les bidonvilles. En effet, la faible implication des pouvoirs publics jusqu'aux années 2000 a laissé le champ libre aux narcotrafiquants, à l'origine de l'organisation du fonctionnement des favelas et aboutissant à un taux de criminalité et de délinquance élevé. En imposant un ordre, les organisations criminelles occupent une place qui incomberait logiquement à l'État. La configuration spatiale singulière des favelas, c'est-à-dire à la fois leur situation dans la ville, sur des points hauts ou en lointaines périphéries, et leur morphologie, riche en dédales de ruelles d'accès difficiles, font des favelas des lieux de repli ayant contribué à favoriser l'expansion rapide du commerce de stupéfiants et donc de l'emprise des narcotrafiquants. En vue de l'accueil d'événements sportifs et culturels d'envergure internationale tels que les Jeux Olympiques, l'objectif de l'État fédéral brésilien a été dès 2008 de réinstaurer son autorité dans ces zones de non-droit que représentent les favelas. Pour cela, un processus a été mis en place. Dans un premier temps, l'armée brésilienne investit les favelas avec force et violence de manière à faire fuir les narcotrafiquants. Les semaines suivantes, les militaires occupent ces quartiers. Dans un second temps, des unités de police pacificatrices sont créées. L'objectif des UPP est triple. Assurer la sécurité des favelados, instaurer un lien de confiance entre les autorités politiques et la population favelada, et assurer la réinsertion sociale de cette dernière. D'après l'Institut de sécurité publique, le taux d'homicide volontaire dans les favelas ont baissé de 76% entre 2007 et 2015 avec la mise en place des UPP. Par ailleurs, des programmes sociaux et urbains accompagnent la pacification.
Par exemple, le projet Morar Carioca, lancé en 2010, promet la création de nouveaux logements et la généralisation des services basiques tels que les crèches, les écoles ou des postes de santé. Selon les autorités politiques, la majorité des favelados soutient le processus. Pourtant, plusieurs témoignages infirment ces dires, et ce, pour diverses raisons. D'abord, certains favelados affirment: nous nous sentons surveillés et traités tels des bandits depuis la création des UPP. Par exemple, l'association des habitants du quartier de Santa Marta critique la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Ensuite, d'après le témoignage de favelados et de l'historien Rafael Soares Gonçalves, les programmes urbains et sociaux ne sont pas mis en pratique tels qu'ils avaient été annoncés par la classe politique. Par exemple, le programme Morar Carioca n'a été mis en place que dans 2 ou 3 favelas. Par ailleurs, la pacification des favelas est à relativiser puisque 38 UPP ont été créés, couvrant le territoire de 264 favelas sur les 763 que compte la ville de Rio de Janeiro. Les UPP ont été principalement implantés dans des favelas proches des quartiers aisés et touristiques, l'objectif du gouvernement étant de sécuriser en priorité les zones d'accueil des JO. Ainsi, le problème de trafic de drogue et de criminalité est déplacé sans être affaibli. Les narcotrafiquants ne font que migrer vers les favelas périphériques. De fait, la peur et l'insécurité des favelados persistent. Enfin, l'ONG Human Rights Watch déclare: les scandales de corruption contribuent à la délégitimation de la police et nuisent à l'efficacité du processus de pacification des favelas et au rétablissement de l'autorité de l'État. Et, selon l'ONG Amnesty International, il y a eu 40 individus tués par la police en mai 2016 dans la ville de Rio de Janeiro, et cela représente une hausse de 135% par rapport à mai 2015. La corruption de certains policiers a plusieurs conséquences. D'abord, le déclenchement de cycles de violence au sein des favelas mettant en danger la vie des policiers intègres en service. Ensuite, la détérioration de leurs relations avec les communautés locales. Enfin, la hausse du stress des policiers intègres qui compromet leur capacité de bien exercer leurs fonctions. Les policiers responsables de crimes illicites et de dissimulation comparaissent rarement devant la justice. En n'enquêtant pas sur les meurtres commis par la police, le système juridique nuit aux forces de police elles-mêmes. Si le lancement des UPP et autres mesures gouvernementales ne contribue que marginalement à la restauration de l'autorité de l'État, il sert des intérêts d'ordre économique. En effet, la perspective d'événements d'envergure internationale organisés par la ville conduit à une spéculation immobilière accrue à proximité des lieux d'implantation des UPP. Ainsi, en agissant contre la criminalité, les autorités politiques lèvent l'un des leviers majeurs qui obstrue le jeu du marché foncier et immobilier. En conclusion, l'entreprise de l'État pour rétablir son autorité au cœur des favelas et lutter contre la prise de pouvoir des narcotrafiquants bouleverse à la fois l'équilibre social, économique, politique et géographique du territoire. Il est cependant encore tôt pour comprendre les tenants et les aboutissants du processus de restitution de l'autorité étatique et pour connaître le réel effet de la mise en place des UPP sur l'autorité et l'insécurité.